Alpes un soir, l'invité. Les réformes sont-elles impossibles à mettre en place en France et qu'est-ce qui explique la récurrence de l'enterrement de plusieurs d'entre elles? Des questions que se pose Pierre-François Gouifest dans son dernier livre Réforme, Mission Impossible, sorti chez la Documentation Française. Côté CV, Pierre-François Gouifest est maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Il a travaillé au sein de l'Inspection générale des finances ou encore en tant que directeur adjoint du cabinet de Jean-Louis Borloo. Son dernier livre se concentre donc sur 3 échecs de réforme. 1984 avec la réforme sur les relations entre l'école privée, l'État et les collectivités locales qui provoque la démission du ministre de l'Éducation nationale Alain Savary. 1995, le projet de réforme des régimes spéciaux d'Alain Juppé qui quitte son poste lui aussi. Et 2000, le projet d'interlocuteur fiscal unique et Christian Sauter qui ne sera pas reconduit dans ses fonctions de ministre des Finances après le remaniement ministériel. Voilà, les présentations sont faites en 2 mots. Un livre passionnant et accessible aussi en 2 mots. Et pour en parler avec nous ce soir, bien sûr, son auteur, Pierre-François Gouifest. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpes un soir pour parler de ce livre. Alors tout d'abord, première question, pourquoi avoir choisi ces 3 échecs de réforme entre 84 et 2000? Vous le dites vous-même dans votre livre, sur cette période, il y en a eu 7. Oui, il y en a eu 7 et donc il y avait un sujet de taille du livre, donc j'en ai pris 3 sur les 7 parce qu'on pourrait rajouter le CPE de 2006, le CIP de 1994 et la réforme de Baquet de 1986 par exemple. Mais en fait, les 3 réformes couvrent un large panel, puisque vous avez une réforme que je qualifierais de sociétale, qui est la transformation ou l'intégration de l'enseignement catholique dans l'enseignement public en 1984. Une réforme plutôt sociale, qui est la tentative de réforme Juppé de 1995, avec ce qui s'est passé sur les régimes spéciaux, et une réforme que je qualifierais d'organisation administrative, qui est la tentative de Christian Sauter au ministère des Finances pour réorganiser fondamentalement le fonctionnement du ministère des Finances. Donc, vous couvrez un large panel avec ces trois exemples de réforme. Alors, pour commencer aussi, on pourrait peut-être s'entendre dans un premier temps sur ce que c'est que le mot réforme, parce que derrière ce mot, évidemment, il y a souvent contestation qui se colle. Il y a plusieurs définitions qui datent de plusieurs époques d'ailleurs. Absolument, oui. Donc en fait, il y a, de toute façon, réforme, ça renvoie déjà en première intention à la réforme, c'est-à-dire le changement qui s'est produit dans l'Église au comment dire, 17e, 18e siècle en Europe. Mais donc, le sens commun qui apparaît progressivement, c'est l'amélioration d'un dispositif. L'amélioration d'un dispositif. Et effectivement, le terme est passé dans la vie politique et il a un contenu extraordinairement politique, c'est-à-dire que comment dire, pour certains, la réforme, par exemple, ce qui s'est passé sur la réforme des retraites de 2010, c'est une régression inacceptable, alors que pour d'autres, c'est une réforme absolument nécessaire pour équilibrer les comptes de la protection sociale. Donc moi, j'ai un petit peu dépassé ce sujet-là pour regarder les initiatives concrètes des gouvernements. Alors, faire une réforme pour un gouvernement, vous l'avez dit, c'est pas sans risque aussi, surtout s'il y a un échec, hein. Ah oui. Enfin, ce qui se passe, ce qu'il faut absolument éviter pour un gouvernement, c'est l'échec, hein. Dans le livre, j'ai fourni des statistiques de popularité de premiers ministres après des réformes qui avaient échoué. Et donc, la tendance est toujours absolument terrible. Et en fait, l'échec est d'autant plus terrible que finalement, vous avez, après l'échec, la conjonction de la galvanisation des opposants à la réforme et du découragement des gens qui vont soutenus jusqu'à l'échec. Donc c'est la situation objectivement très difficile dans laquelle s'est trouvé, par exemple, Alain Juppé en 1995 ou Dominique de Villepin en 2006 après le CPE. C'est une très mauvaise situation politique. C'est une des explications, on l'imagine, de la frilosité de certains gouvernements à vouloir mettre des réformes en place, on l'imagine d'ailleurs. Ah oui, je pense que c'est effectivement, faut faire attention et surtout ce qu'on constate, c'est que justement dans les champs de réformes que j'ai étudiés dans le livre, c'est un peu ce que j'appelle des Tchernobyl administratifs ou politico-administratifs, c'est-à-dire des zones dans lesquelles apparemment il faut un courage très important et beaucoup de temps pour revenir sur le périmètre. Je pense que vous avez l'exemple de la réforme des régimes spéciaux de 2007. Donc il a fallu 12 ans, après la tentative de Juppé 1995, et il y avait même une réforme assez proche qui avait été tentée en 1953. Donc c'est vous dire le caractère dissuasif d'échec passé de réforme. Et justement, c'est assez drôle quand ce qu'on voit dans votre livre. Vous parliez des régimes spéciaux qui déjà ont commencé à étudier le sujet en 1953. On en reparle en 95. On a l'impression qu'il y en a qui sont plus victimes du courage qu'ils mettent en place pour justement faire une réforme. Alors que tout ça, c'est des sujets qui traînent depuis des années. À la limite, les Français ont le temps de se faire à cette idée. Oui. En fait, non, ce qui vous regardez, le livre décrit précisément, et j'essaie de le faire de façon assez détaillée, ce qui s'est passé en 1995.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé en 1995, c'est pas la réforme des régimes spéciaux qui est restée dans la mémoire collective avec la grande grève notamment de la SNCF qui a marqué tout le monde. Mais vous avez trois réformes en même temps et d'une certaine manière, le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, a fait preuve d'un certain péché de gourmandise, puisqu'il a tenté une réforme de l'assurance maladie qui a été mise en place et qui objectivement est un modèle du genre, parce qu'il avait le soutien de la CFDT notamment, de beaucoup de syndicats, d'une partie de la gauche réformiste. Un plan de restructuration de la SNCF et en plus il a rajouté la réforme des régimes spéciaux qui a été un échec et donc ça donne à l'ensemble de son action réformatrice sans doute trop lourde. Un souvenir négatif, alors qu'une partie importante de cette réforme est quand même passée. De la même manière, est-ce que nous, médias, dans les conflits, eh bien, on a un rôle à jouer dans les réformes? Est-ce que ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Alors en fait c'est une question assez compliquée. Je pense qu'il y a vraiment, à mon avis, de la part de l'exécutif politique, des gouvernants, mais également des opposants à la réforme. Et d'ailleurs moi ma position dans le livre, c'est de dire que l'opposition à la réforme est un droit démocratique, c'est une liberté publique absolument indispensable, et donc c'est de pas avoir du tout de problème par rapport au fait qu'on peut s'opposer à les réformes. Donc il y a un sujet absolument important de préparation de l'opinion publique, et dans cette préparation de l'opinion publique, les médias ont un rôle tout à fait important. Moi, ce que je constate, si je peux me permettre, c'est le fait que les médias sont ce que j'appelle une maîtresse un petit peu infidèle. C'est-à-dire que vous avez des situations où, au début, les médias vont donner l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant, puis après vont exprimer le point de vue d'autres partis. Et par exemple, ce que raconte Bernard Thibault de la CGT ou le RPR en 1995, au début, on pense que tout est pour Juppé, après on dit c'est télé-CGT ou radio-CGT, donc à la fin, les médias sont au milieu, mais grosso modo, être capable de bien présenter son cas aux médias est quelque chose d'absolument indispensable pour gagner ce que j'appelle la bataille de l'opinion publique. Quel est le dénominateur commun d'une réforme qui va dans le mur? On vous le décrivez ça dans votre livre. Il y a un point qui est presque commun, et d'ailleurs vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire que mal préparer l'opinion publique est déjà un mauvais point de départ. Ah oui, alors enfin moi j'ai des sujets de prédilection, c'est ce que j'appelle la préparation. Enfin, je veux dire la préparation, se préparer. Là, je pense que c'est un peu le vrai dans le cas de la plupart des initiatives humaines, ça dépasse le sujet des réformes. Mais ce que je dis là-dessus, c'est que quand vous vous préparez, vous avez encore des aléas. Et par exemple, le gouvernement en 2010, qui avait quand même plutôt préparé son affaire, a fait face à la difficulté concernant les raffineries et l'alimentation en carburant. Et quand vous ne vous préparez pas, vous n'avez que des aléas. Donc vous êtes dans l'improvisation totale et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Moi, mon point principal, c'est d'arriver à éviter ce que j'appelle la crise chaude. C'est-à-dire une fois que vous avez fait l'annonce de votre réforme, et la crise chaude, elle se compose de 4 composantes assez précises. Quand vous avez commencé à avoir des divisions au sein de votre camp politique, en général, les problèmes au sein de votre camp politique sont beaucoup plus importants et beaucoup plus mortels que l'attitude de l'opposition politique, qui en général est contre ce que vous faites. En France, on est dans un système assez clivé. Donc, après, vous avez la solidité de l'opposition à votre réforme, mais par exemple, vous avez des camps très très solides par exemple, contre la réforme du CPE en 2006, le CPE de Dominique de Villepin. Le troisième sujet, c'est justement la bataille de l'opinion publique qui renvoie à ce qu'on disait précédemment sur le sujet des médias et l'importance d'avoir un dialogue constructif avec les médias. Et dernièrement, il y a ce que j'appelle les questions d'ordre public et le fonctionnement normal de la société. Et par exemple, en 2010, vraiment, une grande angoisse du gouvernement à un certain moment a été effectivement, est-ce que les stations-service vont être approvisionnées? Est-ce que, grosso modo, l'opposition à la réforme ne va pas gêner une sorte de désordre social dont, à la fin de la journée, le gouvernement sera responsable? Alors, ce qui est étonnant, parce que de la façon dont vous le décrivez, on sent bien que c'est quelque chose pratiquement presque de très technique et de très mathématique. Comment se fait-il que les différents gouvernements ne tirent aucun enseignement de ces réformes ratées, au moins sur la méthode, comme vous venez de le démontrer à l'instant? Parce qu'ils n'ont pas lu l'excellent livre que j'ai produit. On va tout de suite appeler l'éditeur pour en envoyer un exemplaire. Non, mais effectivement, enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup de stabilité en fait. On voit qu'il y a énormément de stabilité. Il y a des sujets techniques, il y a des sujets de gestion du changement. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même, mon livre ne traite que des échecs, mais il n'y a pas du tout eu que des échecs. La réforme des retraites de 2003 du gouvernement Raffarin,
la mise en place de la contribution sociale généralisée par Michel Rocard en 1990, il y a quand même toute une série de changements, le passage à l'armée de métier. Enfin, je veux dire, on peut faire passer des réformes très importantes, mais effectivement, c'était intéressant de traiter dans le livre des cas d'échec pour faire une certaine forme de débriefing de la situation, justement pour en tirer des enseignements positifs pour l'avenir. Parce que moi, ma vision, c'est que ces échecs sont quand même plutôt mauvais pour le pays, en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux soit pas avoir tenté les choses, ça reste dans la mémoire collective comme quelque chose qui n'est pas, il aurait mieux valu pas tenter la réforme, il aurait mieux valu qu'elle soit mieux préparée, mieux expliquée. Les échecs sont, à mon avis, ont un caractère douloureux et un peu triste. J'aurais une dernière question, Pierre-François Gouifest. Vous l'expliquez dans votre livre, il y a un échec retentissant d'une réforme tous les 3 ans et demi. On a l'impression que c'est une réforme qui est habituelle. Et j'aurais une deuxième question également. Est-ce que la population française aussi n'est pas trop conservatrice à la limite, trop râleuse, parce que peut-être qu'on veut mieux, mais sans rien changer? Alors déjà sur ces 3 ans et demi. 3 ans et demi, en fait, non, mais c'est une réalité statistique sur la période que j'ai étudiée, puisque j'ai commencé mon échantillon avec les 3 réformes qui sont décrites dans le livre, mais les 7 au total en 1984, donc c'est le rythme statistique. Donc là, par exemple, depuis 2006, il n'y a pas eu, on est en début 2011, il y a eu des situations délicates en 2010 sur la réforme des régimes de retraite, mais qui n'est pas un échec au sens du livre, hein, puisque le gouvernement était au terme de son projet, il a eu des grandes difficultés, mais il était au terme de son projet. Donc voilà, donc c'est une réalité statique, donc c'est intéressant de regarder ça. Donc on peut pas tout à fait avoir de loi. Alors sur le caractère conservateur des Français, moi je pense que vous regardez l'histoire d'autres peuples, je pense qu'on parle, enfin il y a une similitude. On parle beaucoup des Suédois, on parle beaucoup des Canadiens, on parle beaucoup d'une certaine manière de ce qu'ont fait les Britanniques avec Margaret Thatcher. Vous avez dans l'histoire des peuples souvent des moments de grand blocage qui, tout d'un coup, se débloquent. Et vraiment, c'est vraiment ce qui s'est passé au Suède au début des années 90 ou au Canada au milieu des années 90. Donc moi, je suis pas du tout, pessimiste sur la capacité de la France et des Français à, pousser des réformes. Je suis assez attaché. Je pense que plus on est transparent, plus on explique les choses, plus les gens ont du bon sens. Donc il faut bien leur expliquer. À mon avis, il n'y a pas du tout de fatalité à l'échec de la réforme. Il y a nonobstant un grand courage, je veux dire, à faire des réformes. Enfin, mon livre n'est pas du tout pour taper sur les réformateurs, ils ont un courage important. Le prix politique pour ceux qui échouent est quand même très très lourd, hein. Des fois c'est la fin de la vie politique, la mort politique tout simplement. Donc il faut quand même, il faut avoir du courage, et moi je respecte le courage. Mais globalement. Mais ça s'explique. En tout cas, les réformes qui ne marchent pas peuvent s'expliquer. Oui, en tout cas, c'est intéressant d'expliquer ex post, avec les limites effectivement d'une rationalisation a posteriori, pourquoi ça a échoué, pour éviter pour les uns et pour les autres de renouveler ces difficultés. Et alors pour avoir plus d'explications, on vous renvoie donc au livre de Pierre-François Gouifest, Réforme, mission impossible à la documentation française, vraiment très intéressant et accessible, contrairement à ce qu'on pourrait penser de temps en temps sur les réformes. Non, ça se lit très facilement, on comprend très très bien pourquoi les choses n'arrivent pas forcément à terme. Merci mille fois encore d'avoir accepté l'invitation d'Alpe 1. Bonsoir aux auditeurs. Alpe 1 Soir, l'invité.